Au départ, je suis une goutte. Prenant naissance au milieu de cette force tranquille, les Pyrénées. Puis je deviens une source sauvage et impétueuse. Je traverse le sud-ouest, cette terre d'accueil et d'histoire. Un cours d'eau façonnant les paysages, qui me donne ce caractère unique et cet accent occitan. Michel Serres a dit « Nous étions de l'eau, nous étions de Garonne ». Ce nom qu'emprunte fièrement le Lot-et-Garonne. Je suis parfois vive, pleine d'énergie, comme les Agenais. Ou parfois calme, comme la quiétude qui règne ici. Ici, c'est Agen. Agen même. Cette plaine, baignée par le soleil, est dominée par l'Ermitage, son église, sa Vierge et ses grottes troglodytes. C'est sur cet éperon rocheux qui surplombe la ville que le peuple celte Nitiobroge élève un premier oppidum vers 400 avant Jésus-Christ. À la tête des Nitiobroges, le roi Teutomatos paye chèrement son soutien à Vercingétorix. Sa défaite face à l'armée romaine d'Agrippa met fin à 3 siècles de présence celte en Agenais. En moins de 10 ans, Rome reprend le contrôle de l'axe reliant la Méditerranée à l'Atlantique et bouleverse le paysage et les mentalités. L'assimilation des Nitiobroges dans la civilisation gallo-romaine marque la naissance d'une nouvelle ville en contrebas du coteau, la Civitas Agenensium. La ville basse se quadrille de ruelles autour de 2 axes, le Cardo et le Decumanus. Agen est une des rares villes antiques du sud-ouest à posséder un théâtre, situé sur l'actuelle place Armand-Fallières, et un amphithéâtre à l'emplacement du quartier des Tanneries. Cet amphithéâtre pouvait accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Agen antique compte également des thermes, un forum et des temples dédiés aux divinités. Sur un bras de la Masse qui était navigable à l'époque, on construit un port intérieur. Je deviens une route fluviale incontournable. La ville est alors gérée par une curie, composée de riches citoyens propriétaires de grandes villas autour d'Agen à Montbusque, d'Olmeirac ou Castelculier. Dès la fin du IIIe siècle, cette prospérité favorise l'implantation de la religion chrétienne. Le martyre de Sainte-Foy, né dans une riche famille gallo-romaine, est associé à celui de Saint Caprais, fils d'un fonctionnaire romain. Condamnés à mort pour avoir défendu leur foi, ils seront ensevelis à l'emplacement actuel de la chapelle du Martrou. En remontant mon cours, les grandes invasions vandales, normandes ou wisigothes finissent par anéantir la ville antique et font sombrer Agen dans le chaos et la peur. Les habitants se regroupent derrière la première enceinte. C'est à l'église qu'Agen doit son renouveau. La ville se dresse désormais vers le ciel. Agen compte bon nombre d'édifices religieux remarquables. L'église Sainte-Foy, l'église Saint-Hilaire, la cathédrale Saint-Caprais. Faute d'entretien, la cathédrale dédiée à Saint-Étienne, située à l'emplacement de l'actuel marché-parking,
se délabre jusqu'à sa destruction totale après la Révolution. Transformées en carrières, ces plus belles pierres serviront à la construction de mécales le long du port. Couvents et hôpitaux s'installent hors les murs, dessinant les futurs faubourgs de la ville. Les Templiers, quant à eux, s'établissent près de l'enclos Sainte-Quitterie. Malgré mon caractère fougueux et la violence de mes crues, je reste un atout pour la croissance de la ville. Pour me traverser, un premier pont sera érigé en 1189, à la demande de Richard Cœur de Lion. Mais il sera rapidement emporté par mes flots. Il faudra attendre plusieurs siècles pour qu'un pont en pierre ne tienne durablement. Dès le XIIe siècle, les villes se développent dans toute l'Europe et suscitent un vaste mouvement d'émancipation communale. Vers 1150, Agen jouit déjà d'une certaine autonomie. Peu à peu, les Agenais obtiennent le renouvellement de leur charte, qui consolide leur liberté. Ces chapitres sont consignés dans un ouvrage magnifiquement enluminé, le livre juratoire des consuls d'Agen, autrement appelé le livre des coutumes, sur lequel les rois, comtes ou évêques devaient prêter serment de fidélité à la commune et à ses représentants. À la fin du XIIIe siècle, Agen compte 10 000 habitants et connaît une grande période de vitalité. Le commerce fluvial est entre les mains d'une bourgeoisie d'affaires. Les moulins à nef, amarrés à mes rives, fournissent une farine réputée. Pêcheurs, mariniers, cordiers prospèrent. Plus aucun anneau n'est disponible sur mes berges. Mais cette quiétude ne dure guère. Mes berges se teintent de rouge sang quand les premiers cathares sont brûlés sur des bûchers édifiés sur le gravier. Comme Pendagenais, Marmande ou Casseneuil, Agen abrite une forte communauté d'hérétiques. Pour endiguer la diffusion du catharisme, de nouveaux ordres mendiants tels les Jacobins apparaissent. Pendant la guerre de Cent Ans, les châteaux et les bastides de la région forment une double ligne de défense contre les Anglais. Mais Agen est mise à mal. Ville frontière, elle doit faire face aux raids ennemis, aux pillages et aux épidémies. La peste noire décime un tiers des habitants, et mes crues n'arrangent rien en maintenant la ville dans un environnement insalubre. En octobre 1435, lors d'une crue millénaire, je déborde de mon lit et mes eaux dépassent 12,50 mètres. Les bateaux naviguaient par-dessus les murs de la ville, l'eau montant jusqu'à la porte du Pin. Agen sort exsangue de ce siècle noir. Mais peu à peu, la ville se transforme et en un siècle, elle double son nombre d'habitants. Agen s'impose comme centre de production et d'exportation de denrées agricoles. Comme le pruneau, prisé pour son goût et son aptitude à conserver ses qualités nutritives au cours de longs transports. Il est envoyé partout dans le monde depuis mes berges. La présence de Marguerite de Navarre, la reine Margot à la cour de Nérac, contribue au rayonnement intellectuel de la ville et à la circulation des idées comme celle de la Réforme. Agen, seul bastion catholique dans un environnement protestant, ne devra son salut qu'à la défense farouche de Blaise de Montluc. Dans le sillage de l'évêque Matteo Bandello envoyé par Rome, d'illustres voyageurs accostent dans mon port, comme Jules César Scaliger ou Michel de Nostradamus. L'influence italienne se fera sentir dans l'architecture, dans les arts et jusque dans la toponymie. Le renouveau économique d'Agen se confirme. Des manufactures de textiles et de toiles à voile se créent près de mon port. Les gabarres côtoient les bateaux de voyageurs. Agen s'ouvre au commerce international. Le bouillonnement intellectuel qui déferle sur la France trouve un écho particulier à Agen. La CEPED, Boudon de Saint-Amand et Lamourou fondent la Société académique des arts et des lettres d'Agen. Agen vit son siècle d'or. De nouveaux édifices embellissent la ville. Le palais épiscopal, qui abrite désormais la préfecture, l'hôpital général Saint-Jacques, actuel conseil départemental.
La révolution est aux portes de la ville. La dernière enceinte tombe sous les coups des révolutionnaires. Peu après, les Agenais se pressent aux fêtes patriotiques sur mon esplanade rebaptisée Champ de Mars. La République s'installe et construit tous les équipements nécessaires à son fonctionnement. La mairie, la préfecture, le palais de justice, le lycée de garçons devenu lycée Palissy. Le clergé réplique en créant l'institution Félix Onnac et le lycée Saint-Caprais. Les distractions et les spectacles se démocratisent. C'est la création du musée des Beaux-Arts au sein de 4 hôtels particuliers de la Renaissance et la construction du théâtre Montcorny, remplacé en 1906 par le théâtre du Cournot. Le canal est achevé en 1849. Le pont-canal, joyau d'ingénierie conçu par l'architecte Jean-Baptiste de Baudre, enjambe mes rives avec majesté. Un pont de pierre et une passerelle suspendue vont faciliter les échanges. Mais très vite, l'arrivée du chemin de fer va capter l'essentiel du trafic et sonner le glas de mon port. Je reste capricieuse et en juin 1875, je sors de mon lit. L'eau monte à la vitesse de 20 cm à l'heure. Un flot de près d'1 mètre inonde la ville du côté de la rue Neuve. Agen n'est plus qu'une presqu'île. Un nom marquera le 19e siècle, Jean-Baptiste Durand. Élu maire en 1880, il va transformer la cité en appliquant à Agen le modèle parisien du baron Haussmann. Il perce 2 grands boulevards rectilignes pour traverser la ville d'ouest en est avec le boulevard de la République et du sud au nord avec le boulevard Carnot. Ouverts aux premières automobiles, ces artères bénéficieront d'un réseau moderne d'égouts, d'eau et d'éclairage au gaz provenant de l'usine toute proche du quartier du Pin et de la Villette. Quartier où se concentre une activité ouvrière forte, dans les briqueteries Lartigue et Dumas ou dans les usines Grange. En 1868, l'inventeur agenais Louis Ducos du Haut-Rond met au point le procédé de la trichromie, base de la photographie couleur. Le premier cliché jamais réalisé au monde en couleur sera une vue d'Agen prise du coteau de l'Ermitage. Le poète Jasmin peut déclamer avec emphase « Si Paris me rend fier, Agen me rend heureux ». De mes rives, j'entends le tocsin qui appelle les hommes à la mobilisation. Parmi eux, un jeune rugbyman, Alfred Armandy, fondateur en 1908 du Sporting Union Agenais. Il disparaîtra dès les premières heures du conflit. Sur 23 000 Agenais, 653 périront pendant la Première Guerre mondiale. Leurs familles apprendront la triste nouvelle dans le journal créé le 11 septembre 1914, le Petit Bleu de Lot-et-Garonne, devenu Petit Bleu d'Agen. En 1939, les cloches résonnent de nouveau. La Seconde Guerre mondiale vient d'éclater. Au début du conflit, Agen, situé en zone libre, accueille nombre de réfugiés venant de départements envahis ou annexés. Fin 1942, les autorités allemandes occupent la ville. Les réseaux de résistance locaux très actifs lutteront contre l'ennemi jusqu'à la libération du territoire. Le comité local de libération rétablit les institutions républicaines et forme un nouveau conseil municipal, avec à sa tête le docteur Messine. À la sortie de la guerre, Agen se modernise sous l'impulsion de maires bâtisseurs, comme Pierre Esquirol. La ville s'étend vers la périphérie. On passe de la notion de ville à la dimension d'agglomération. C'est le temps de la construction de bâtiments publics et de grands ensembles conçus pour une ville de plus de 30 000 habitants.
La voiture est reine et la ville s'adapte en créant la rocade Jean Bru, en élargissant le pont de pierre et parfois malheureusement en détruisant les halles pour laisser la place au béton du marché parking. L'aéroport La Garenne développe l'offre de transport, tout comme la mise en service de l'autoroute A62. Au niveau économique, la ville prospère autour de ses deux fleurons. Le groupe de grande distribution La Ruche Méridionale, qui employait dans les années 1990 jusqu'à 6800 salariés sur tout le territoire national, et le laboratoire pharmaceutique UPSA, fondé en 1935 par Camille Bru. L'inventeur de l'effervescence en pharmacie sera à l'origine d'une formidable aventure industrielle qui, encore aujourd'hui, est le premier employeur privé du Lot-et-Garonne. Si la ville change, les Agenais ont toujours la même passion du rugby et de son club. Le Sporting Union Agenais, avec ses 8 titres de champion de France, fait partie de l'élite du rugby français depuis plus d'un siècle. De nombreux internationaux et plus de 8 capitaines de l'équipe de France sont issus de ses rangs. Ce sont aussi les années où l'on va m'enfermer, me bétonner, m'oublier. Longtemps considéré comme un atout, je suis désormais vécu comme une contrainte. Mes sursauts incessants pousseront d'ailleurs l'hôpital à quitter Saint-Jacques pour gagner les hauteurs de Saint-Esprit sur le coteau. La ville est désormais à l'abri. Mais à quel prix ? Agen se réveille et entre pleinement dans le XXIe siècle. Sous l'impulsion de Paul Cholet, député maire d'Agen, et avec le soutien de Jean-François Poncet, alors président du Conseil général, l'installation d'un pôle universitaire, l'arrivée de l'École nationale d'administration pénitentiaire et du 48e régiment de transmission redynamise la ville. Agen devient plus accueillante et se modernise avec son cœur de ville piéton, sa nouvelle gare et le parc de Pasquine. Agen est fille de Garonne. Les Agenais se réapproprient Méberge pour passer un moment entre amis ou en famille. Ils s'y promènent à pied ou à vélo, sur la passerelle reliant le passage et Agen, ou en bateau sur le pont Canal. La ville propose de nouveaux équipements culturels, avec le multiplex en centre-ville, le cinéma d'art et d'essai Studio Ferry, le Florida ou le centre de congrès. Chaque année, à la fin de l'été, les Agenais se retrouvent pour célébrer le fruit emblématique d'Agen, le pruneau, lors de 3 jours de fêtes et de concerts. Mes deux rives sont désormais réunies dans une agglomération de près de 100 000 habitants. Agen est une famille, un corps vivant, et son avenir appartient d'abord à sa jeunesse. Mais l'aventure agenaise ne sera heureuse et forte que si elle puise ses racines dans son histoire. J'étais une goutte d'eau. Je suis un fleuve avec une histoire et surtout un avenir qui s'écrit avec vous, les Agenais. Je suis sportive, je suis gourmande, je suis fière, je suis ambitieuse, je suis forte, je suis belle, je suis agenaise, je suis Garonne.